Du coup, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier Cahagne. Je suis architecte solution chez AWS en France. Je travaille donc avec des clients pour définir les bonnes architectures sur AWS. Et je travaillais auparavant chez VMware et du coup, forcément, je continue de travailler avec VMware France et puis sur les architectures VMware Cloud en AWS. Alors l'idée, c'est vraiment de faire une petite session d'introduction à l'offre VMware Cloud en AWS. C'est vraiment une session d'intro niveau 100, par complémentarité à niveau 200, 300, 400. Je ne vais pas forcément rentrer dans le bits and bytes. Après, je pense que j'aurai un petit peu de temps pour des questions en fin de session. Du coup, on pourra évidemment rentrer dans certains détails si vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est vraiment de brosser un peu l'offre, voir un petit peu ce qu'on essaye de faire et de résoudre comme problème chez nos clients. Alors, comme très souvent chez AWS et VMware, toutes nos fonctionnalités, 90% de nos fonctionnalités sont issues de feedback client. Donc ici, l'offre VMware Cloud en AWS, elle répondait réellement à un besoin de nos clients, et j'en citais quelques-uns par exemple. Alors on a évidemment beaucoup de clients sur cette offre VMware Cloud en AWS. On n'a pas forcément que des références publiques, mais celles-ci sont en tous les cas des références publiques qui ont bien voulu témoigner non seulement qu'ils utilisent la plateforme, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'ils détaillent pourquoi ils sont allés sur ce service-là et puis comment ils y sont allés. Donc par exemple, Stagecoach, c'est une société de gestion de bus et de centres de dépôt en Angleterre. C'est une société en fait qui avait besoin de migrer son infrastructure. C'était une petite équipe et ils ont pu migrer en fait entièrement leur workload en l'espace de 3 semaines. Ce qui était intéressant pour eux, enfin ils le disent en fait dans leur témoignage, c'est qu'ils avaient acquis pas mal d'expérience sur VMware. Ça faisait un peu plus de 10 ans qu'ils utilisaient VMware. Ils avaient pas mal d'automatisation avec PowerShell, avec les API vSphere. Et du coup, c'était intéressant de retrouver à la cible le même environnement que ce qu'ils utilisaient chez eux, donc on-premises. Playtika, c'est une société qui est répartie à travers le monde, mais je crois que c'est plutôt une société canadienne d'origine, qui a un peu moins de 10 ans et qui conçoit des jeux pour mobile, des jeux vidéo. Et eux, en fait, tout simplement, ils étaient arrivés en bout de capacité de leur data center, et un des intérêts d'aller sur l'offre VMware Cloud en AWS, c'était de pouvoir continuer à engranger des nouveaux marchés, des nouveaux clients, en fait, étendre leur capacité, agrandir leur capacité à accepter des nouveaux clients. Eux, de mémoire, Playtika, ils ont migré 650 workloads sur VMware Cloud en AWS. Alors, j'ai pas forcément le timing, mais je pense que ça doit être en quelques semaines également. PHH Mortgage, je vais peut-être finir par eux, peut-être pas forcément détailler Brinks. PHH Mortgage, c'est une société de crédit immobilier qui a 70 ans, qui est américaine. Et eux, typiquement, en fait, ce qui les a intéressés, c'est de migrer leur PRA d'un site vers un autre. En fait, ils fermaient leur data center de secours, donc leur data center utilisé en 4 PRA, et ils ont migré en fait 350 VM en quelques jours vers VMware Cloud en AWS. Donc là, encore une fois, ce qui était intéressant, c'était la capacité de retrouver l'environnement vSphere sur l'offre VMware Cloud en AWS et retrouver encore une fois les mêmes mécanismes d'automatisation qu'ils avaient dans le monde on-premises. Et ils l'ont fait en quelques jours. Brinks, je ne vais pas forcément en parler, mais c'est intéressant parce que c'est une société plus que centenaire et eux viennent dans le cloud VMware Cloud en AWS plutôt pour des applications de type Next-Gen, donc type conteneur, Docker, etc. Alors, encore une fois, c'est une session d'introduction à l'offre, donc l'idée, c'est de ne pas vous assommer avec trop de détails techniques. Je vais quand même rentrer un tout petit peu dans comment est composée l'offre. Donc l'offre est ce qu'on appelle un Software Defined Data Center as a Service, à la demande. Donc c'est finalement exactement les mêmes composants que vous pourriez utiliser chez vous sur votre infrastructure, sauf qu'ici, on va les provisionner automatiquement pour vous. Alors quand je dis on, il faut que je sois plus précis que ça. C'est VMware qui vend l'offre, qui supporte l'offre, donc c'est eux qui automatisent la mise en production de ce SDDC en moins de 2 heures. Alors, on a un 120 minutes qui est mentionné. En général, c'est plus proche d'une heure et demie que de 2 heures. Mais c'est bien VMware qui va, à votre demande, provisionner un SDDC complet, donc avec les briques d'hyperviseur, appelées vSphere, la brique réseau NSX, et puis la brique de stockage, appelée vSAN. Ce qui est assez intéressant, il y a plein de choses intéressantes, mais ce qui est assez intéressant, c'est que comme toute cette gestion est faite par VMware, tout ce qui est mise à jour, remédiation de machines, par exemple si un host tombe en panne ou s'il y a un problème quelconque avec un lien réseau qui connecte un host, tout ça est pris en charge par VMware. C'est-à-dire que ça va être complètement transparent pour vous. On va tout simplement faire des déplacements de VM à chaud, ce qu'on appelle un vMotion, par exemple, pour faire une opération sur un host, et tout ça va être transparent pour vous. Donc l'offre, encore une fois, VMware Cloud en AWS,
s'appelle VMware Cloud parce qu'elle est vendue et supportée par VMware, en AWS parce qu'elle tourne sur une infrastructure AWS. Donc typiquement, ce qu'on trouve en bas, les petites briques grises, sont des serveurs d'origine AWS, et puis je vais les détailler peut-être... je vais les détailler maintenant. Les serveurs AWS, en fait, tout simplement, ils ont une capacité fixe qui est en fait une capacité en termes de CPU et en termes de mémoire sur lesquelles s'est construite l'offre VMware Cloud en AWS, que je vais arrêter de prononcer complètement, que je vais maintenant utiliser VMC. Donc l'offre VMC tourne sur des serveurs AWS qui ont une certaine capacité, un certain nombre de cœurs. Alors dans le détail, on trouve des serveurs qui ont 72 vCPU, 512 Go de RAM, 512 Go de RAM, et puis 15 Tera de stockage par serveur. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que c'est bien un environnement VMware qui tourne sur des serveurs AWS que je vais appeler bare metal. C'est-à-dire que ce n'est pas des instances où il y aurait un hyperviseur d'origine Amazon, puis l'hyperviseur ESX, c'est bien l'hyperviseur ESXi qui tourne nativement sur nos serveurs. Pour la petite histoire, en fait, c'est comme ça qu'a débuté les instances qu'on appelle les instances bare metal maintenant chez AWS, sur lesquelles vous pouvez faire tourner votre Linux, votre Hyper-V, etc. Les serveurs bare metal, en fait, trouvent leur origine dans la conception de l'offre VMC. C'est avec VMware qu'on a conçu cette offre de serveurs bare metal sur lesquels donc, ils ont pu poser leur hyperviseur ESXi vSphere. Peut-être dans le détail de l'offre, la raison pour laquelle on commence à 3 serveurs minimum dans l'offre VMC, tout simplement pour une question de résilience et de redondance. Les services de stockage et de réseau ont besoin d'un quorum de 3 serveurs, donc l'offre démarre forcément à 3 serveurs. Alors l'offre en production, il y a des offres, on le verra en toute fin de présentation, où vous pouvez facilement prendre la main sur un serveur unitaire, mais à ce moment-là, évidemment, on vous déconseille de faire de la production dedans, puisque si le serveur tombe ou s'il y a un quelconque problème, vous ne pouvez pas récupérer votre workload. Mais en production, les clusters commencent à 3 serveurs, et puis on peut monter, bien sûr, largement au-delà. Un des intérêts de cette offre-là, c'est que, il y a beaucoup d'intérêts, mais un des intérêts, c'est que, comme je l'ai mentionné avec Playtika et puis d'autres clients, on peut récupérer un existant, c'est-à-dire évidemment on peut récupérer les VM, puisqu'elles vont être au format, j'ai envie de dire VMware, on va récupérer les VMDK, qui sont le format de stockage des VM dans le nom de VMware, mais on va aussi pouvoir récupérer tout le provisioning, toutes les automatisations que vous avez réalisées avec les API vSphere. Ça peut être à la fois des scripts PowerShell, mais ça peut être aussi des logiciels comme Vim, etc., qui vont se brancher sur l'API vSphere, qui font normalement du backup de VM, sans rentrer dans trop de détails. Ces softs-là, en fait, réutilisent l'API vSphere et sont de facto compatibles avec l'offre VMC. Donc vous allez pouvoir retrouver beaucoup de logiciels qui soient compatibles avec VMC. Je ne rentre pas dans le détail, il y a des petites choses qui ne sont pas forcément compatibles, mais qui ont disparu déjà depuis pas mal d'années. On ne peut pas, par exemple, on ne peut pas installer de plugins dans les hyperviseurs. Les hyperviseurs ESX restent, j'ai envie de dire, la propriété est gérée uniquement par VMware. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller faire de SSH sur les hyperviseurs, ça c'est juste pas possible. Par contre, on le verra peut-être tout à l'heure, on a un contrôle complet de ce qui se passe ensuite en termes de fonctionnalité VMware. Alors en termes de disponibilité, le service VMware Cloud en AWS, j'insiste un peu là-dessus, encore une fois vendu, supporté par VMware, et c'est VMware en fait qui définit sa roadmap. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la roadmap est publique, déjà, et 2, leur CEO, Pat Gelsinger, a annoncé qu'il voulait que l'offre VMC soit disponible sur toutes les régions AWS. Donc aujourd'hui, AWS en tant que tel, on est disponible dans 20 régions, donc par exemple en Europe, à Paris, à Londres, Francfort, etc. Les régions AWS qui sont supportées, alors c'est pas une liste exhaustive, par l'offre VMC sont citées juste à droite, mais pour la faire courte, on est présent, enfin l'offre VMC est présente, quasiment dans toutes les régions européennes, sauf Stockholm qui vient juste de sortir, et puis évidemment supportée dans différentes régions AWS en Asie, aux US, et puis bientôt à venir en Amérique du Sud, à Sao Paulo. Donc ça, c'est la dispo du service VMC, encore une fois, conçu, vendu par VMware sur les régions AWS. Donc, quand vous créez un compte sur l'offre VMC, VMware donc vous provisionne toute votre infrastructure en à peu près 2 heures. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez 2 possibilités. Soit vous êtes déjà client AWS et à ce moment-là, on va pouvoir rattacher un compte AWS avec l'infrastructure SDDC, donc l'infrastructure VMware. Alors, quand je dis rattaché, c'est pas rattaché d'un point de vue financier, c'est plutôt rattaché d'un point de vue réseau, tout simplement pour faire communiquer les deux
ouais, les deux mondes, le terme est peut-être pas forcément le bon, mais pour faire communiquer des VM du monde VMware hostés sur AWS et puis des VM EC2 ou des services managés AWS dans votre compte AWS, vous allez pouvoir le faire à travers ce biais. Si vous n'avez pas de compte AWS, c'est pas grave du tout. AWS et VMware vous créez un compte qui ne vous engage à rien. Vous n'êtes absolument pas obligé de consommer des ressources AWS natives, que ce soit des instances EC2, des bases de données, de l'IoT, de l'intelligence artificielle. Mais le compte, en tous les cas, pré-existe, même existe franchement. Si vous voulez l'utiliser, vous êtes tout à fait libre de pouvoir l'utiliser. Donc le compte AWS VMware est opéré par VMware. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les serveurs, la maintenance des logiciels ESX, des hyperviseurs NSX se fait par VMware. Et donc le paiement, entre guillemets, se fait entre VMware et AWS. Et vous êtes, entre guillemets, facturé par VMware uniquement sur ce service VMware Cloud en AWS. Alors, petit aparté, je suis bien un employé AWS. Je ne travaille pas chez VMware, mais évidemment, on travaille bien sûr main dans la main. Du coup, ça nous donne en fait une architecture assez high level qui ressemble à ça, qui est même franchement ça. À droite, on a le compte AWS avec un réseau privé virtuel, donc un VPC dans lequel peuvent tourner les 164 services AWS. Donc ça va des bases de données aux machines virtuelles, du stockage objet, etc. Donc c'est un compte qui a été ouvert par défaut, ou bien on l'a rattaché sur un compte que vous aviez déjà, que vous avez déclaré à VMware. On a une petite patte réseau qui apparaît, j'ai pas de petit laser, mais on a une petite patte réseau rose qui apparaît entre le monde bleu et le monde rose. C'est cette interconnexion réseau dont je parlais tout à l'heure qui va vous permettre de connecter les deux mondes VMware et AWS. En bleu, on retrouve le SDDC VMware, donc sur l'infra AWS, avec mon énorme rectangle rose en bas. Donc l'hyperviseur vSphere, le stockage vSAN, le réseau, etc. Et puis ce qu'on voit en gris correspond à potentiellement votre infra vSphere si vous en avez déjà une chez vous on-premises. Pourquoi je le mentionne? Parce que vous verrez, un des intérêts, c'est qu'on va pouvoir retrouver une seule console d'administration unique pour le monde on-prem et le monde VMC. En fait, dans vCenter, on a la possibilité de configurer quelque chose qui s'appelle un mode hybride. Dans le détail technique, ça s'appelle le Hybrid Linked Mode. Et l'idée, c'est de pouvoir voir sur une même interface graphique les VM du monde on-prem et les VM du monde VMC, donc VMware Cloud en AWS. Un des intérêts, c'est du coup de ne pas avoir à basculer d'une console à l'autre pour voir ce que je fais à gauche, ce que je fais à droite. Et puis surtout, je vais pouvoir ensuite très facilement basculer les VM d'un monde à l'autre. Quoi mentionner d'autre? Ce que j'ai mentionné un petit peu avant, tout à l'heure, c'était le fait de rester compatible avec l'API vSphere. Donc on présente l'API vSphere depuis le vCenter VMC qui correspond exactement à l'API vSphere que vous aviez on-prem. Et du coup, ça vous permet de reconnecter tout ce qui était déjà connectable à votre monde on-prem. Donc que ce soit du scripting PowerShell, des softs comme Vim, mais ça peut être tout simplement des vRealize Automation, VROps. Vous pouvez tout à fait rebrancher ces softs-là, ces logiciels, ces services-là, à l'offre VMC. Encore une fois, on expose exactement la même API vSphere. C'est pas du tout une API différente. Il y a des petites choses pas différentes, mais des petites choses en plus qui correspondent au monde propre VMC, mais sinon ça reste la même API vSphere. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour avoir vécu la jeunesse de l'offre à la fois chez VMware et puis chez AWS, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas juste VMware qui a posé son hyperviseur sur notre infrastructure. Il y a réellement eu du travail conjoint entre les deux sociétés. Par exemple, la partie vSAN, donc qui est la partie stockage de VMware, elle est chiffrée par défaut. Et comment elle est chiffrée par défaut? Déjà, elle est chiffrée par défaut et sans impact sur la performance parce qu'il profite d'un offload de la partie chiffrement sur nos serveurs à nous. Donc on a nos propres cartes de chiffrement dans les serveurs qui sont utilisées sur les instances EC2. Eux ont fait le travail nécessaire pour pouvoir exploiter ce chiffrement sans impact de perf sur la partie vSAN. Et puis en plus, la gestion des clés se fait dans un service AWS qui est votre propriété, qui s'appelle KMS, qui est un gestionnaire de clés, Key Management Service. Donc on a vraiment travaillé pour avoir une offre qui exploite le meilleur des deux mondes, mais qui ne soit pas un nouveau standard ou qui ne soit pas une API complètement différente. C'est exactement les mêmes API qui sont exposées on-prem que dans le monde VMC. Et puis, comme d'habitude, on a toujours les API AWS qui sont disponibles. VMware a aussi énormément travaillé pour
porter leur hyperviseur sur nos serveurs, hein, puisqu'on a nos propres serveurs avec nos propres cartes réseau et stockage. Donc ils ont réalisé les bons drivers qui vont bien pour la carte réseau, pour la partie stockage, pour pouvoir s'interconnecter avec la meilleure bande passante possible dans le monde AWS. Concrètement, les serveurs sont connectés par une interface réseau qui peut parler à 25 gigabits par seconde, et pour ça, en fait, ils ont dû travailler, VMware a dû avoir un driver spécifique pour nos serveurs. Alors, à noter, le partenariat entre VMware et AWS ne s'arrête pas là, puisqu'on a aussi des partenariats à l'extérieur du monde VMC. On avait récemment annoncé l'année dernière, on a annoncé l'année dernière, il y a maintenant presque un an, la possibilité d'utiliser des bases de données managées AWS, donc qui s'appellent RDS, qui normalement fonctionnent dans le monde AWS, et on a annoncé qu'on allait pouvoir les faire tourner dans un monde vSphere on-prem, donc concrètement chez vous, sur un hyperviseur vSphere. C'était juste quelques exemples de partenariats entre les deux sociétés. Alors je vais zoomer un petit peu sur la partie réseau. Alors pourquoi ? Parce que ça permet juste d'exposer deux petits points. On a bien, pardon, excusez-moi, je suis un peu trop vite. On a en fait des notions d'overlay et d'underlay. Alors pour la faire très courte, le underlay, c'est tout simplement le réseau physique d'AWS. Encore une fois, le service VMC, il tourne sur des serveurs AWS, sur une infra-réseau AWS. Donc à un moment donné, ça passe réellement par des câbles ou par des fibres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'underlay, le réseau qui est piloté par AWS. Par contre, vous, ce que vous allez voir, c'est vraiment un réseau overlay qui est représenté par NSX et qui va permettre, de connecter les VM entre elles. Alors pourquoi je mentionne ça ? Parce que ça va vous affranchir justement d'avoir des règles de routage compliquées à créer dans le monde VMware. Vous allez retrouver, si vous utilisez déjà NSX chez vous, vous allez retrouver exactement le même environnement NSX avec les mêmes logical switch, pour rentrer un peu dans le détail, les mêmes notions de micro-segmentation. Vous allez retrouver exactement ce que vous utilisez peut-être déjà dans le monde... dans votre infrastructure en propre. Donc dans le détail, on a ce qu'on appelle une notion de routeur T0 avec NSX, qui est globalement mon point d'entrée ou mon point d'entrée nord-sud dans le monde VMware Cloud en AWS. C'est par là que vont rentrer toutes les communications, qu'elles arrivent d'un VPN ou qu'elles arrivent d'un lien privé avec AWS, on va le voir juste après. Et puis on a ensuite deux gateways, une pour... ah oui, c'est vrai que j'ai même pas de laser, excusez-moi. On va avoir ensuite deux gateways, pour la partie VM de management, qui sont en fait les vCenter, toute la gestion NSX, NSX Manager Controller, et puis une gateway qui s'appelle une gateway de compute pour connecter les VM utilisateurs entre elles. Donc clairement, mes Ubuntu, mes Windows, etc. Vont être interconnectés entre elles. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il fallait retenir. NSX utilise un réseau overlay pour connecter les machines entre elles. Pour la petite histoire, on utilise la version la plus récente de NSX, donc qui s'appelle NSXT, pour celles et ceux qui connaissent un peu NSX. Auparavant, il y avait une version qui existe toujours, qui s'appelle NSXV. Aujourd'hui, on utilise NSXT. Ça a plusieurs intérêts, je vais en reparler un tout petit peu plus tard. Ce qu'il faut retenir, au-delà des termes, des acronymes, c'est que VMware utilise toujours les versions les plus récentes sur cette offre VMware Cloud en AWS. Il n'y a pas de surcoût à l'utilisation de ces services. Vous avez de facto, quand vous créez un SDDC, NSX, vSAN, etc. Donc vous pouvez utiliser vraiment toutes les fonctions dès que vous avez provisionné un SDDC sur VMware Cloud en AWS. Alors en termes de connectivité, on va retrouver plusieurs possibilités pour connecter cette fois le monde on-prem à votre réseau VMC, donc VMware Cloud en AWS qui tourne sur AWS. Donc par exemple dans la région de Paris, j'ai créé mon SDDC avec quelques hosts, j'ai quelques VM qui tournent. J'aimerais bien pouvoir connecter mon réseau ou mon infrastructure VMware qui tourne chez moi. Comment est-ce que je peux faire ? Il y a plusieurs possibilités et très souvent des possibilités qui sont complémentaires. On va le voir tout de suite. On peut très souvent commencer par un lien VPN. Donc on va tirer tout simplement un lien IPsec entre le monde on-prem et NSX. NSX fait office de terminaison IPsec. Et côté on-prem, j'ai envie de dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, que ce soit du Palo Alto, il y en a d'autres, du Checkpoint, du Cisco, du Juniper. Ça reste de l'IPsec standard. Tout ça, c'est hyper bien documenté. IPsec, il y a les bons paramètres juste à, entre guillemets, à cocher ou à configurer, IK V1, V2, etc. Et ça nous permet d'établir un lien entre le monde on-prem et le monde VMC.
donc évidemment un lien chiffré. Donc ça, c'est la première possibilité, et souvent les clients commencent par ça, parce que c'est très simple à mettre en œuvre, ça prend quelques heures, voire quelques minutes si c'est déjà pré-automatisé. Et très souvent, les clients vont conserver ce lien de VPN, alors même qu'ils peuvent mettre en place un lien qu'on appelle un lien privé, qui s'appelle Direct Connect. J'ai un petit peu plus de détails là-dessus. Un lien Direct Connect, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'avoir un lien privé, alors qui n'est pas chiffré, mais c'est un lien privé cette fois-ci, entre votre infrastructure et une région AWS. Donc par exemple, je prenais un exemple tout à l'heure, qui était dans l'autre session, qui était par exemple, vous avez une infrastructure qui vous appartient, mettons à Nice, vous pouvez passer par un point de présence qui se trouve à Marseille, vous allez contacter un partenaire de connectivité AWS, alors il y en a plusieurs qui sont bien décrits sur le site web sans faire de publicité particulière parce que je suis censé être neutre, mais par exemple des gens comme Orange, Intercloud, SFR, etc. peuvent être contactés, vous amène de Nice à Marseille. À Marseille, on se connecte en commun dans une Meet Me Room, dans une salle commune, où on va vous connecter ensuite au réseau AWS et ça va vous connecter vers votre infrastructure virtuelle dans le monde AWS. Donc c'est ce qui est représenté ici en très très simplifié dans le slide. Ici, il faut voir qu'on passe par un partenaire de connectivité, qu'on se retrouve dans un point de présence, et ça nous connecte vers la région AWS désirée. Donc par exemple, à Marseille, on peut aller se connecter sur la région AWS de Dublin. À Paris, on peut retrouver plein de points de présence qui nous permettent de nous connecter à Francfort, sur la région de Paris, enfin sur la région de Francfort AWS, etc. Un des intérêts d'un lien Direct Connect, c'est tout simplement que la latence va varier très très peu. Autant sur Internet, mon VPN va être en général très fiable, très stable, très fiable, chiffré et avoir des bonnes performances en termes de bande passante. En revanche, ce qu'on voit souvent sur Internet, c'est le chemin qui n'est pas forcément optimisé. On va peut-être passer par 6 ou 7 sauts ou 6 ou 7 rebonds réseau pour aller de Marseille à Dublin. Et puis la latence qui est normalement de 30 millisecondes, parfois il y a des petits sauts à 50 millisecondes qu'on ne sait pas forcément expliquer, qui sont des sauts qu'on voit sur Internet assez classiquement. L'intérêt d'un lien Direct Connect, c'est d'avoir moins de rebonds entre Marseille et Dublin, entre Paris et Francfort, etc., et d'avoir une latence qui soit hyper stable. Si par exemple on a 30 millisecondes de manière nominale, en général la latence va du coup varier entre 30 et 31 millisecondes en permanence. Cette fois-ci on passe par le backbone AWS sur lequel on minimise le nombre de rebonds, le chemin est plus optimisé que sur Internet. C'est un des intérêts avoir un lien Direct Connect. Donc pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que la plupart des clients, en général, quand ils commencent à migrer massivement des données sur AWS, veulent en général mettre ensuite en place un lien chiffré, un lien privilégié entre chez eux et l'infrastructure AWS, et ça est bien évidemment compatible avec l'offre VMware Cloud en AWS. Donc, si je la refais encore plus résumé, vous avez du vSphere chez vous, du vSphere chez VMC, vous pouvez mettre un lien, soit un lien VPN sur Internet, soit mettre en place un lien privé à travers Direct Connect. Dernier petit point sur Direct Connect, c'est peut-être le seul service qui n'est pas franchement un service cloud dans le sens où c'est pas un service qui est immédiatement utilisable. Un lien Direct Connect, comme je le disais, ça impose d'aller sur un point de présence dans une salle Meet Me Room, donc il y a un peu de travail manuel. Donc, concrètement, c'est une opération qui va prendre quelques jours, voire quelques semaines. Si par exemple il y a besoin de poser un peu de fibre noire dans le sol pour aller connecter votre site vers un site partenaire. Bref, je m'arrête là pour la partie VPN Direct Connect. Un point assez intéressant dans l'offre VMC, c'est qu'on a aussi plusieurs possibilités de migration. Donc là, j'ai exposé vraiment les tuyaux par lesquels on pourrait migrer les données, donc mon VPN, mon Direct Connect, mais ensuite, comment est-ce que ça fonctionne d'un point de vue logique? Alors, on a plusieurs possibilités. Soit on se contente de recopier les données de gauche à droite, ça on peut le faire de plein de manières, avec des logiciels comme Vim ou de la copie directe vers du stockage objet. Et puis on a aussi la possibilité d'utiliser des fonctionnalités qui sont comprises dans l'offre VMware Cloud en AWS, notamment la fonctionnalité HCX. Alors peu importe la signification de l'acronyme, ce qui est intéressant dans HCX, c'est que ça nous permet d'établir un tunnel sécurisé entre le monde on-prem et l'infrastructure VMC, mais surtout on s'abstrait de tout prérequis particulier sur l'infrastructure on-prem. Concrètement, là où on a certainement la version 6.8 qui tourne dans la version vSphere sur l'offre VMC, avec HCX, je peux très bien migrer des VM qui seraient encore dans un monde vSphere 5.0, 5.1, 5.5, etc. Du coup, des VM qui datent, enfin, peut-être les VM, elles sont peut-être pas si vieilles que ça, mais par contre, l'infrastructure vSphere est quand même très très vieille. vSphere 5.0, ça fait quand même pas mal d'années que c'est sorti. Donc, un des intérêts d'HCX, c'est de pouvoir justement récupérer potentiellement toutes ces VM qui tournent avec des versions qui sont pas toutes récentes.
Alors HCX fait aussi d'autres choses, a d'autres bénéfices assez intéressants. Ça permet de réduire la bande passante qui est requise pour basculer une VM du monde on-prem vers le monde VMC. Là où par exemple un vMotion, donc un transfert à chaud d'une VM requiert normalement 250 mégabits par seconde, avec HCX, on a des fonctionnalités d'optimisation WAN qui permettent d'optimiser les transferts, et ça nous permet de réduire la bande passante utilisée pour transférer une VM de l'ordre de 100 mégabits par seconde. Donc il faut quand même 100 mégabits par seconde. Si vous n'avez pas forcément cette bande passante, il y a d'autres moyens pour migrer. On peut tout simplement faire des migrations à froid et puis migrer les VM petit à petit. Un dernier point intéressant avec HCX, c'est que ça vous permet aussi de remigrer les VM dans le sens inverse. Ça c'est tout bête, mais on a pas mal de clients qui montent des clusters SDDC à des fins de test, et une fois que les tests sont terminés, plutôt que d'éteindre les machines et de les recréer dans le monde on-prem, ils les transfèrent à chaud avec HCX de VMC, donc hosté sur AWS, vers leur infrastructure en propre, et du coup retrouvent exactement leur machine dans l'état dans lequel ils les avaient testés côté AWS. Encore une fois, côté VMware Cloud en AWS. Alors, comment est-ce qu'on conçoit une offre VMware Cloud pour la haute dispo et le PRA? En fait, il y a des fonctionnalités qui sont incluses, encore une fois, dans l'offre. Alors, par exemple, quelque chose qui est natif avec l'offre VMware Cloud en AWS. Alors, je fais un peu attention à ce que je dis, c'est natif, mais ça va requérir un certain nombre de hosts. Je vous ai dit tout à l'heure que l'offre démarrait avec 3 hosts. Si on veut faire ce que je montre ici à l'écran, qui s'appelle un cluster étendu ou un stretch cluster, comme on en trouve dans plein de blogs et de documentation, ça, par contre, ça nécessite 6 hosts. On va avoir besoin de 3 hosts à gauche et 3 hosts à droite. Alors, je vais détailler un tout petit peu ça. Si vous êtes un peu familier avec les régions AWS, vous êtes sans doute familier avec les zones de disponibilité, qui sont des ensembles de clusters de data centers dans une même région AWS. Donc, par exemple, la région de Paris possède 3 zones de disponibilité. Ces 3 zones de disponibilité sont sur des profils de risque différents, avec des alimentations électriques différentes, des adductions réseau différentes, ce qui nous permet de garantir que si une zone de disponibilité tombe dans la région de Paris, des services qui utilisent les différentes zones de dispo restent actifs, restent utilisables. Donc c'est le cas par exemple des services managés comme S3, le stockage objet, DynamoDB, une base NoSQL, etc. Et puis ensuite, c'est à vous, entre guillemets, de travailler pour tirer parti de ces zones de disponibilité si vous concevez une architecture AWS. Par défaut, si vous le choisissez, vous pouvez avoir une offre VMware Cloud en AWS qui va être étendue sur 2 zones de disponibilité. Donc, encore une fois, si une zone de disponibilité vient à tomber, pour X raisons que ce soit, ça peut être un coup de pelleteuse, c'est déjà arrivé, pour des risques d'inondation, etc., votre infrastructure VMware, elle reste utilisable en production, elle n'a pas forcément d'impact du tout, puisque soit vous avez protégé vos VM avec des mécanismes propres à VMware qui s'appellent fault tolerance. Alors si vous utilisez peut-être déjà ces mécanismes-là, très bien, cette VM qui tournait peut-être dans la zone de disponibilité B qui vient de tomber, elle va continuer de tourner dans la zone de disponibilité A. Et puis sinon, vous retrouvez des mécanismes comme High Availability, donc vSphere HA, qui permettent de redémarrer les VM dans l'autre zone de disponibilité. En fait, la perte d'une zone de disponibilité va être vue comme un événement assez classique, assez standard par vCenter, enfin par l'infrastructure vSphere pilotée par vCenter. Du coup, un des points assez intéressants, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de réarchitecturer vos applications pour travailler dans le cloud. Si vous travaillez dans le monde EC2, il faut absolument concevoir une architecture qui puisse tirer parti de ces zones de dispo. S'il y a une zone de disponibilité qui tombe, c'est à vous, j'ai envie de dire, de travailler et de faire l'architecture qui va bien, et c'est là le rôle des solution architects, on est là pour vous aider à faire ça. Mais dans le monde EC2, c'est à vous de travailler pour avoir une architecture redondante qui tire parti de ces zones de dispo. Dans l'architecture VMware Cloud en AWS, c'est une fonctionnalité qui est prise en charge par l'infrastructure VMware. C'est vSphere qui va voir qu'il y a une zone de dispo qui tombe ou un host qui tombe, et c'est de lui-même, avec vos règles que vous avez configurées, qui va redémarrer les VM à gauche, à droite, et qui va peut-être utiliser des mécanismes comme fault tolerance, mais je ne rentre pas forcément dans le détail de fonctionnement de FT. Alors, des petites nouveautés, je voulais essayer de mixer à la fois des choses qui existent depuis le lancement de l'offre VMware Cloud en AWS, et puis aussi des petites nouveautés qui ont été annoncées en fin d'année dernière, quasiment en fin d'année dernière, donc qui devraient arriver en 2019. C'est une nouveauté côté stockage. Alors, ce n'est pas une nouveauté révolutionnaire, mais c'est intéressant pour certains clients. Jusqu'ici, la partie vSAN donc, agrège les disques internes des instances bare metal qu'on appelle les i3 bare metal.
peu importe leur nom, elles s'appellent des i3. Elles ont des disques internes qui nous permettent d'avoir du stockage jusqu'à 15 téraoctets de stockage RAW par serveur. Ensuite, agrégé en fonction du réplica, on peut avoir à peu près une quarantaine de téraoctets. C'est bien, mais il y a certains clients qui trouvaient ça assez limitant, par exemple, qui avaient beaucoup de VM, donc qui utilisaient peut-être, 30 gigas de stockage par VM, et finalement, ils se retrouvaient avec un SDDC composé de 3 hosts, où ils avaient fini de saturer le stockage offert par les instances, mais par contre, ils voyaient qu'il y avait plein de mémoire et plein de CPU non utilisés. Ils trouvaient ça un peu un gâchis de ne pas utiliser cette capacité CPU et RAM. VMware et AWS, du coup, vont sortir cette année l'offre VMC avec des instances un tout petit peu différentes qui s'appellent les R5 Metal. Encore une fois, c'est du bare metal. VMware a travaillé pour poser son hyperviseur dessus avec les bons drivers, etc. Mais le gros intérêt, cette fois-ci, c'est de pouvoir avoir davantage de stockage par serveur. On peut aller monter jusqu'à 35 téraoctets de stockage. Peu importe la valeur, j'ai envie de dire en absolu, l'intérêt, encore une fois, pour nos clients, c'était des clients qui avaient beaucoup de densité de VM, qui vont cette fois-ci pouvoir pleinement occuper tous les serveurs avec davantage de stockage par serveur. Et après, pour la petite histoire, EBS en fait veut dire Elastic Block Storage, c'est tout simplement le stockage en mode bloc qu'on utilise sur les instances EC2 dans le monde AWS. Donc VMware et AWS ont travaillé ensemble pour porter ce stockage vSAN sur ces disques EBS. Voilà, c'était juste pour la petite histoire, ça devrait plus tarder à sortir, je pense, cette année. Enfin, cette année, je suis très large. Ça devrait plus tarder à sortir. Autre petit point, cette fois-ci, pour la résilience, j'ai envie de dire, interrégion, ou la résilience d'une infrastructure on-prem vers VMC. Donc c'était typiquement le cas d'usage de PHH Mortgage, cette société de crédit immobilier américaine. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement la capacité d'utiliser un SDDC sur VMware Cloud en AWS comme site de secours. En fait, tous les logiciels existants fonctionnent déjà avec VMC. Alors, tous les logiciels existants, je vais être un peu plus précis, mais le soft de référence de VMware qui s'appelle SRM, pour concevoir un PRA, fonctionne de facto avec VMC. Donc, par exemple, si vous avez déjà un runbook pour SRM, vous choisissez en général de protéger telle ou telle VM. Vous n'allez peut-être pas choisir de répliquer vos 1000 VM sur le site de secours. Vous allez certainement ce qu'on appelle protéger les VM critiques, donc peut-être les VM qui hébergent les AD, le DNS, etc. Puis les VM utilisateurs qui sont très importantes. Et le stockage va à ce moment-là être répliqué au fil de l'eau avec les mécanismes de réplication standard de VMware, donc vSphere réplication. Et ça va répliquer en permanence le stockage au fil de l'eau. Et à un moment donné, si vous voulez soit faire un test, c'est possible avec SRM, soit lorsqu'il y a réellement un événement improbable qui va arriver, un coup de pelleteuse ou une coupure, vous allez être capable de basculer l'intégralité de ces workloads du monde on-prem vers le site de secours, donc qui aura déjà été pré-renseigné par la copie régulière du stockage de toutes ces VM-là. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez refaire un PRA, vous pouvez créer un PRA de facto avec l'infrastructure VMC. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement compatible. Je ne vais pas forcément m'exprimer sur d'autres softs de PRA. Je sais qu'il y a énormément d'offres de PRA. J'ai envie de dire, là, il faut voir un petit peu au détail avec tel ou tel partenaire. Je sais que Vim, par exemple, fonctionne bien avec VMC. Ils ont tout de suite, en général, embrayé le pas dès la sortie de l'offre VMC. Utilise l'API vSphere, donc ne nécessite pas de plugin particulier dans les hyperviseurs. Et ça fonctionne bien avec l'offre VMC. Alors ce que je voulais vous montrer d'autre, cette fois-ci, là, on a vu un peu la partie résilience intra-SDDC, on a vu un peu la résilience avec ces notions de PRA. Je voulais vous montrer un peu tout simplement la connectivité entre le monde AWS et le monde VMware. Alors pourquoi? Parce que on a créé justement cette offre-là non seulement pour tirer parti de l'ensemble des régions AWS du club, donc ça permettait à des clients comme Playtika tout à l'heure d'utiliser des régions sur lesquelles ils n'étaient pas du tout présents et de pouvoir avoir la même offre à travers le monde, mais ça permet aussi pas mal de choses, ça permet de réutiliser tous les services natifs AWS depuis les VM VMware. Donc par exemple à gauche on trouve un certain nombre de hosts, on a 4 hosts, et ces hosts-là vont héberger vos VM, et ces VM-là vont être capables d'exploiter des services AWS natifs. Donc ça peut être des services d'analytics comme je montre dans le petit schéma avec Redshift, mais ça pourrait être des services de base de données, ça peut être des services de partage de fichiers. Donc pour ce faire, on a connecté les deux réseaux ensemble, tout simplement avec les petits pointillés roses qui sont représentés ici sur le schéma. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de
Pourquoi c'est pointillé rose? Ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'on a une bande passante de 25 gigabits par seconde entre un VPC AWS natif, donc là où on fait tourner toutes les instances EC2, RDS, les bases de données managées, etc. Et puis le monde VMware qui tourne aussi dans un VPC, dans un compte AWS, mais cette fois-ci qui appartient à VMware, pardon. Donc on a une bande passante de 25 gigabits. La résilience est prise en charge par VMware. C'est-à-dire que si un lien tombe ou s'il y a un host qui tombe, VMware se charge de refaire le routage proprement et de basculer tout le trafic sur un des autres liens, des liens roses en pointillé. Je ne voulais pas trop forcément m'étendre là-dessus, c'est plus un point de résilience inter-AWS VMware. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire à travers ce lien 25 gigabits par seconde? Typiquement, à gauche, on va retrouver, encore une fois, j'ai inversé le schéma, à gauche, on va retrouver le monde VPC traditionnel, AWS avec EC2, S3, par exemple, pour le stockage objet, et puis à droite, le monde VMware. On a la possibilité, par exemple, d'utiliser ce qu'on appelle un gateway endpoint, sans forcément rentrer dans trop de détails techniques. C'est la capacité pour le monde VMware, votre VPC VMware, d'aller accéder à du stockage objet de façon privée. Pour la faire assez courte, S3, c'est un service de stockage objet qui est normalement conçu de façon publique. Vous pouvez évidemment avoir des données qui ne soient accessibles qu'en mode privé. Par contre, la manière d'y accéder, c'est uniquement en HTTPS, à travers une API REST, donc des requêtes GET, POST, DELETE, etc. Et ça se fait normalement de façon publique. On a évidemment travaillé chez AWS pour répondre aux requêtes de nos clients. Beaucoup de clients nous disaient, oui, mais moi j'ai des instances EC2, j'accède à S3 pour, par exemple, publier des backups ou récupérer l'intégralité des logs d'une machine. Autant passer par un réseau privé que de repasser potentiellement par Internet. Et donc pour répondre à cette problématique, on a créé quelque chose qui s'appelle un S3 Gateway Endpoint. Et en bref, ça veut dire être capable d'accéder cette fois-ci à S3, mais en mode privé à travers le réseau AWS plutôt que de ressortir par AWS, par Internet. Je me mélange les pinceaux. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu compatible ce système de Gateway Endpoint, cet accès privé à S3, depuis les VM VMware. Donc c'était déjà possible avec des VM hostés dans le monde AWS natif, EC2, etc. Tout ce qu'on a fait, c'est d'étendre ce Gateway Endpoint vers le monde VMware. Donc concrètement, les VM que vous hostez sur le SDDC à droite peuvent accéder de façon privée à S3. Évidemment, elles peuvent toujours accéder à S3 de façon publique en sortant par Internet, par l'Internet Gateway. Alors, c'est pas une liste à la Prévert parce qu'elle n'est pas exhaustive, mais il y a d'autres services qui sont accessibles de façon privée. De la même manière, on a juste changé le nom pour faire les choses plus compliquées qu'il ne serait nécessaire. On a un autre type de gateway endpoint qui s'appelle un private link, mais à la limite, peu importe le nom, c'est bien documenté et on a la possibilité d'accéder de manière privée à beaucoup de services, non seulement S3, mais on va retrouver par exemple l'API de load balancer de façon privée, le KMS, tout ce service de gestion de clés, on y accède potentiellement aussi de façon privée à travers quelque chose qui s'appelle private link. Donc, si je prends un schéma pour faire quelque chose d'un peu plus visuel, par exemple, une base de données managée RDS, ça pourrait être un RDS MySQL, un RDS Oracle, peut être accédé de façon complètement privée par des VM qui seraient hostés dans le monde VMware à droite. Donc à droite, je vais avoir des VM, par exemple, qui veulent faire du SQL sur Oracle. Elles passent par le réseau interne, représenté par ce petit lien ENI. Rappelez-vous, c'était mon petit lien rose tout à l'heure, qui était à 25 gigabits par seconde. Là, j'y accède. J'accède à cette base de données à travers ce lien. De la même manière, on pourrait très bien avoir un partage de fichiers NFS. Alors il se trouve que NFS, soit vous le montez vous-même avec pas mal de soft, ça peut être du NetApp, ça peut être SoftNAS, qui permet de monter un service de fichiers partagé présenté en NFS, ou bien vous pouvez utiliser un service managé AWS qui s'appelle EFS, Elastic File Storage. Et là, même chose, on peut y accéder à travers ma petite interface réseau depuis le monde VMware. Donc concrètement, mes VM VMware ont la capacité d'aller monter un NFS qui soit complètement managé par AWS. L'intérêt, encore une fois, c'est juste de ne plus avoir à gérer des patchs de sécurité, des mises à jour d'un soft ou d'une machine qui fasse du montage NFS. Tout ça est pris en charge par AWS. Vous avez juste un point de montage pour vos machines Linux, par exemple. Il y a la même chose pour la partie CIFS sur les machines Windows. Un autre petit exemple très concret, un
Un autre petit exemple très concret, c'est par exemple bénéficier de toutes les fonctionnalités AWS lorsque vous avez du trafic entrant depuis Internet vers des machines qui seraient hébergées sur le SDDC VMware. Donc, par exemple, vous avez un site web très important, vous voulez potentiellement vous assurer qu'il n'y a pas de trafic, de déni d'attaque par déni de services distribués, ça en fait vous êtes capable de le faire de facto avec AWS. Pourquoi? Parce que quand on a du trafic qui entre par une porte d'entrée AWS, vous êtes de toute façon protégé par défaut par l'offre anti-DDoS qui s'appelle Shield chez AWS. Shield vous protège des attaques DDoS de niveau 3 et 4, donc les attaques par amplification DNS, UDP, etc. Tout ça va être filtré par l'anti-DDoS d'AWS. Du coup, si vous faites rentrer le trafic par AWS, l'anti-DDoS vous protège déjà, vous filtre pas mal de trafic. Vous pourriez éventuellement mettre en place un WAF qui soit managé ou non. Donc on propose un WAF managé. Vous pourriez mettre en place un WAF, par exemple de source F5, sur l'infrastructure EC2, filtrer le trafic encore davantage et n'avoir que du trafic le plus propre possible qui arrive sur vos VM VMware hostés sur le SDDC VMware. Donc là, dans l'exemple, c'était une démo qu'on avait montée pour, petit proof of concept démo qu'on avait monté pour le salon VMware, appelé le VMworld, et on avait en plus le load balancer AWS managé, qui lui-même, managé par AWS, qui lui-même load balançait vers des VM de source VMware. Voilà, c'est vraiment des petits cas très très simples, histoire de vous ouvrir l'esprit sur ce qu'il est possible de faire entre les deux mondes VMware et le monde traditionnel AWS classique. Alors du coup, comment démarrer sur AWS? On a plusieurs moyens de démarrer. On a d'abord sur le site de VMware, sur le site des Hands-on Labs, on peut prendre la main, je crois, pendant 1 heure et demie sur un SDDC complet. Alors c'est un SDDC sur lequel vous allez pouvoir faire quelques manipulations. Vous n'aurez pas la main complète, mais ça vous permet déjà de prendre la main, déjà pour voir à quoi ressemble l'interface graphique. Vous verrez que c'est la même que ce que vous connaissez aujourd'hui avec votre vCenter. Vous avez aussi la possibilité de démarrer avec un seul host. C'est un peu ce que je mentionnais peut-être tout à l'heure en tout début de présentation. Il y a un pack de démarrage sur un serveur qu'il est possible de demander à VMware. Par contre, l'idée, c'est vraiment de ne pas faire de production, parce que là, vous tournez que sur un seul serveur physique. S'il tombe, globalement, votre production tombe. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, encore une fois, le service SDDC demande au minimum 3 hosts pour assurer la résilience du stockage et du réseau. Et puis sinon, vous avez, alors je ne suis pas VMware, mais il y a une promotion actuellement où VMware vous fournit 3 hosts pour le prix de 2. Je crois que c'est une promotion qui s'arrête cet été, au mois d'août. Bref, encore une fois, l'idée, c'est que le service est bien vendu et supporté par VMware. Elle exploite une infrastructure AWS. On a essayé de travailler ensemble, AWS et VMware, pour fournir le meilleur des deux mondes, pas recréer une interface propriétaire. Donc encore une fois, on réexpose le vCenter, on est capable de récupérer un existant qui peut être très ancien avec du vSphere 5.0. On peut retrouver une interface de configuration unique pour la gestion on-prem et la gestion de VMC, donc VMware Cloud en AWS. L'idée, c'est de ne pas recréer quelque chose... de créer une charge supplémentaire, mais de récupérer, en fait, de profiter de vos acquis, de récupérer des scripts d'automatisation que vous avez créés, récupérer des scripts ou des logiciels qui seraient déjà connectés avec votre infra on-prem. Bon, voilà, j'en ai fini en fait avec cette session. Il me reste un petit peu de temps pour prendre des questions, mais très peu de temps, 2 minutes. Je peux comprendre que vous deviez partir pour la prochaine session. Mais en tous les cas, merci d'être resté pendant ces 45 minutes de présentation. On m'a dit de vous demander de remplir les évaluations, donc remplissez les évaluations. Je reste un petit peu dispo si vous le souhaitez. Merci beaucoup.